Cette semaine, dans le balado, on veut vendre nos chocolats et on cherche à délivrer notre amoureuse. Et non, ce n'est pas un film de Liam Neeson. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Le côté Liam Neeson, c'est pour le chocolat? Ou, ouais, ça pourrait être quelqu'un qui... qui... déjà fait un... Non, je sais pas. S'il y a un lien avec les friandises puis Big Liam. Peut-être qu'il voudrait se venger d'un cartel de chocolatiers qui cherche à lui nuire. Tu sais, on préférait ça en film d'action aisément. Là. Ben oui, puis un peu, on y reviendra, mais Wonka, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a un set of skills très particulier. Oui. Alors, c'est pareil, c'est un peu ça. Qui sait, peut-être que c'est ça que ça va devenir dans 20 ans. On pourrait faire un sequel avec un vieux Wonka joué par Neeson. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un chocolatier agent secret qui va délivrer ses Oompa Loompa. Peut-être. Ne donnons pas d'idées à Hollywood. Il y a une ouverture pour ça à la fin du film. Ouais. On s'en reparle. Donc, une belle semaine pré-Noël, disons ça comme ça. Même si Noël tombe le 25. Cette année? Ouais, c'est ça. Cette année, c'est le 25. Oui, ça tombe un lundi, je voulais dire. Donc, la fin de semaine prochaine, ça sera aussi une rafale de sorties. Oui, c'est ça, Noël. mais effectivement, ils font bien certains des sortir un petit peu avant. Donc, ouais, c'est le grand coup d'envoi du temps des fêtes. Mais petit tour d'horizon d'actualité, quand même beaucoup de choses cette semaine, dont deux galas, un gala et des nominations pour un autre à venir. Oui, on peut revenir sur le gala Québec Cinéma. Là, on était un peu dans la confusion la semaine dernière. C'est ça, il y avait eu le gala Artisan, donc les prix techniques, le jeudi soir. Mais dimanche... maintenant sur la chaîne Nouveau. C'était le Gala Québec Cinéma, repris c'est ça, par cette chaîne-là et animé par Jay du Temple. Oui, qui a fait un bon boulot, honnêtement. Et oui, et c'est la première fois que j'écoute, je pense, un gala complet comme ça. Ils l'annonçaient 2 heures. Là. En tout cas, sur la plage horaire, c'était comme écrit 8 à 10. Ça a duré 2h30, ce qui est quand même très raisonnable, je trouve, pour ça. Mais tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix de mettre plein de choses... plein de catégories dans l'autre gala, finalement. Là. C'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que les Oscars est beaucoup plus long parce qu'ils gardent le son puis des choses comme ça, tandis que acteur, actrice, soutien, scénario, réalisation, film, un prix hommage, prix du public, ça, genre 7-8 catégories. Bref, le grand gagnant, vous l'avez peut-être vu passer, c'est Viking, qui a quand même remporté 11 prix sur les 18 qui étaient en nomination. C'est ce qu'on appelle une rafale. Oui, passé à la gratte. Ouais. Dans meilleur film, meilleur scénario, pour lui et Éric Kaboulian. Meilleur réalisateur, acteur principal pour Steve Laplante, puis plein d'autres prix techniques. Voilà, fait que... T'as dû être très content, parce que toi, c'est dans tes... Oui, puis non, parce qu'à un moment donné, je trouve que trop, c'est comme passé. Là. Okay. J'aurais aimé ça que les Chambres Rouges... Ben là, j'allais venir Chambres Rouges quand même gagner meilleure actrice de soutien et révélation de l'année. Ah oui, il y a ce prix-là aussi, donc... acteur qu'on découvre pour Juliette Gariepi. Fait que donc, les 2 leads principaux ont gagné un prix d'interprétation pour ça. Mais tu sais, je trouve qu'en réalisation, j'aurais aimé ça qu'il aille ou Francis Leclerc pour Le Plongeur. Le Plongeur est un peu un des perdants, je trouve. C'est Charlot Béhoud pour le rôle de Bébert qui remporte meilleur acteur de soutien. Bravo, c'est mérité aussi. Mais c'est comme le seul prix que le film remporte. Ah oui, il y avait 12 nominations pour Le Plongeur, qu'une seule victoire, puis encore pire, Babysitter, 14 nominations. 14-0. Et 0, ouais. Arsenault et Fils aussi, 8-0. Comme des scores de hockey. Fait que c'est ça. Fait que Viking, oui, j'ai beaucoup aimé ça. J'avoue que je ne l'ai pas revu. Ça commence à faire un bout, mais mes impressions, c'était quand même dans mes films préférés de l'année et tout. Mais c'est ça, je trouve que c'est beaucoup. Ce que je crains... Puis on dirait que dans certains numéros, je pense que c'est Patrick Huard qui était revenu en Rogatien, c'est ça? Le chauffeur de taxi. Puis tu sais, qui nommait un peu les 3 films qui ont fait le plus d'argent au Québec. Puis on n'arrête pas de dire que c'était une bonne année. Il y a eu et des bons films et des films qui ont réussi à attirer le public en salle, qui ont battu des films américains d'une certaine façon. Puis là, c'est Le temps d'un été, Les hommes de ma mère, puis 23 décembre. Fait que 3 films réalisés par des femmes. Mais meilleure réalisation, c'est juste des hommes en nomination. Les hommes de ma mère ont remporté le coup de cœur. Mais au final, c'est comme Viking qui a fait à peine 200 000 $, qui gagne tous les prix. Je suis aussi d'avis que la qualité technique, reflète pas la qualité populaire et de vice-versa. Là. Genre, un film peut être super bon, mais pas avoir rencontré son public. On pense à Bungalow aussi, qui est un de mes films préférés de l'année dernière, qui je sais même pas s'il a fait 100 000 $. Là. Ça a été vraiment pénible. C'est dommage. Mais là, pour rallier, on n'arrête pas de dire « Hey, c'est important notre gala », mais tu sais,
c'est ça. Là, je sais pas que ça revienne en backlash, mais c'est quand même un peu des tapes dans le dos. Dans la salle, c'est plein de monde, plein d'artisans du monde du cinéma, des distributeurs, du monde de mise en marché, des acteurs, des scénaristes, tout ça. Comme oui, ça nous prend notre gala, puis oui, je suis d'accord. Mais après, c'est un peu bizarre ou plate que le film qui gagne tout, c'est le film que pas tant de monde ont vu. Fait que j'ai l'impression que pour Monsieur, Madame, tout le monde, ils vont dire c'est encore un autre film de weird. Puis, pourtant, c'est un film full accessible, mais puis je sais qu'il faut pas. Les Oscars ont le même problème. Il arrive des années où t'as une espèce de Séraphin qui est à la fois gagne plein de prix pour sa qualité cinématographique et rapporter 4 millions, puis tout le monde est allé voir le film, ou peut-être l'an prochain, Troji va remporter un scénario ou une affaire parce que c'est un film qui est beaucoup aimé, puis qui va peut-être rapporter 2 millions ou quelque chose comme ça. C'est juste le timing, parce qu'en fait, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est pas tant que Viking gagne des prix, c'est que pas assez de monde soit allé voir Viking. Oui, tout à fait. C'est plus ça le problème. Et qu'ils s'entretiennent de préjugés. Mais tu sais, les Oscars vivent la même chose depuis quand Nomadland gagne meilleur film, là, c'est ça. Puis t'en as eu Moonlight et tout ça. Là, fait que t'as eu ces années 70, 80, 90, c'était généralement quand même des films bien aimés qui avaient un certain succès au box-office, mais on a comme eu un virage. Mais je me rappelle pour les Iris, je pense que c'était peut-être la 2e ou 3e année. C'était Québec-Montréal contre Séraphin, Un homme et son péché. Ah ouais, c'est les mêmes années, 2002, ça? Moi, Québec-Montréal avait gagné le meilleur film. Ah ouais, OK. Et ça avait jeté une douche froide dans la salle. Écoute, personne ne s'attendait à ça. Là, ouais. Puis ça a contribué à son mais succès. Mais Troji est devenu celui que je viens de nommer sans savoir ça en exemple de lui, il est rassembleur, puis... Ouais. C'est ça. Mais bref, écoute. Tu sais, puis Stéphane Lafleur, je veux dire, c'est son 4-5e film, il est pas en reste, il est connu, on n'aurait pas dit c'est l'homme de tous les talents, blablabla. Lui, je pense très, que avais-tu gagné auparavant? Oui, il avait gagné. Il avait déjà gagné meilleur film, c'est soit Continental ou peut-être Tudor Nicole, mais il avait déjà gagné. Je pense que c'était Continental de mémoire. Meilleur film et peut-être même meilleur réalisateur aussi. Fait que. Oh oui, lui, il a l'air un peu gêné de tout ça et de toute cette attention, justement. Ouais, mais sinon, ça a souligné le bon moment quand même pour l'hommage à Michel Côté. Oui, qui est devenu le prix du public. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une belle chose, un bel hommage là, qu'on lui rend en nommant ce prix-là. Donc, quand même, ça a été une belle soirée. Alors, j'ai hâte de voir si M. J.D. Temple va revenir. C'est évidemment... Avec des gants. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça a commencé. Je suis là, c'est bizarre, ça. Tout le reste, j'aime ça, un peu hors norme, mais les gants, je suis comme... Est-ce qu'on va faire du breakdancing en quelque part? Mais clairement, on va aller rajeunir le démographique avec... ce choix-là comme animateur. Oui, c'est ça. Puis là aussi, on couvrait un genre de 16-17 mois, là, vu qu'il y avait une année qui avait sauté. Là. Ouais. Fait que l'an prochain, ça va être plus restreint à 12 mois. Puis on espère que ça va donner plus envie aux gens d'aller voir les films, de faire des genres de rattrapage, puis ces choses-là. T'sais. Tout à fait. Puis, je sais pas, Crave s'inscrit fort là, dans la plateforme des films québécois disponibles au petit écran après leur vie en salle, parce que je pense que le 2/3 des films sont sur cette plateforme-là. Ah, oui, voilà, fait que ça fait le tour. Ça fait le tour de Gala Québec Cinéma. Il y a, c'est ça, les Golden Globes aussi qui ont annoncé les nominations, parce que le Golden Globe qu'on pensait mort, puis finalement, je sais plus trop quel. C'est nouveau qui est présent. Non, oui, ça va être. J'ai du temps aussi. Alicia Moffat qui va. Oui, les Golden Globes, en fait, par le fait même, ont annoncé qu'ils seront diffusés maintenant sur la chaîne CBS. Okay. Ils ont été longtemps associés avec NBC. Donc, nouvelle maison, pas d'animateur annoncé pour l'instant. Il faut qu'ils se dépêchent parce que c'est le 7 janvier quand même. Et c'est à boire, ouais. Voilà. Ils ont du pain sur la planche. 3 semaines. Mais. Il n'y a pas d'animateur. Ouais. Mais les rumeurs disent qu'ils auraient affaire à Chris Rock. Je pense qu'on voulait... de l'intelligence artificielle. Ça va être ça. La grève vient de finir, puis là, tu fais animer par... Sinon, il y avait un duo qui avait été mentionné, qu'ils auraient décliné, mais j'aurais bien aimé ça. C'est Will Arnett et Jason Bateman. OK, ouais. Que j'aurais vraiment vu à la barre, qu'on connaît beaucoup d'Arrested Development, là, évidemment. Ça, ouais. Il aurait pu faire des numéros de magie, Will Arnett, de Job. Là. Mais ils ont un humour assez cynique, les deux, puis ils sont vraiment amis dans la vie, tout ça. Donc, je pense que ça a été très cool. En tout cas, bref, ce sera à surveiller. Sinon, pour les films en nomination, il faut souligner quand même un exploit. Barbie
devient... en fait, égalise le film pour le plus de nominations ever avec 10. Alors, il égalise le film Cabaret des années 70. OK. Est-ce que Cabaret avait passé la gratte? J'ai pas été voir. Je sais même pas c'est quoi. Ouais, c'est un film avec Liza Minnelli sur... Cabaret, en fait, c'est une adaptation d'une pièce de Broadway qui est sur... Tu parlais d'Arrested Development, elle est là-dedans aussi, les amis. Oui, tout à fait. Donc, il se déroule dans les années 30 avec la montée du nazisme et tout ça. Fait que non, c'est vraiment une pièce pas comme Showgirls de Paul Verhoeven. Non, il y a vraiment un contexte un peu queer dans les deux guerres et tout ça, puis avec la montée des nazis qui prennent le contrôle. Fait que c'est intéressant. Alors, Barbie, 10 nominations, évidemment, comme catégorie meilleur film comédie. On sera pas surpris. Dans les autres choix, maintenant, on a même 6 films au lieu de 5. On a rajouté une nomination. Dans toutes les catégories? Dans toutes les catégories. Pour avoir plus de... OK. Je sais pas. Il y a Porting, ça se peut-tu qu'il y a une couple de nominations? Porting est aussi en nomination meilleure comédie. Alors, est-ce que ce sera l'intrus parce qu'il y a toujours des controverses dans ces catégories-là? Là, on y reviendra. Là, je pense qu'il sort à Montréal et dans certains marchés. Mais là, nous, à Québec, c'est juste le 22, la semaine prochaine. Ça semble très fantaisiste, mais est-ce que ça peut être qualifié de comédie? On dirait que c'est pas profondément drame, comme on se souvient de l'année de Le Martien, de Martian. Ça qui est comme... Il y a 3 blagues dans le film, mais c'est pas une comédie ou un musical. Il y a May December, c'est un film de plateforme qui lui aussi a suscité une certaine controverse parce qu'il semble être plus dans un drame. OK, puis lui, il est du côté comédie. Franchement. Donc, côté comédie. Sinon, il y a The Holdovers d'Alexander Payne, qu'on a vu récemment. American Fiction, que j'ai bien hâte de voir, qui est plus une satire, effectivement, qui a gagné à Toronto, je pense, prix du public. Et Air, qui est parmi mes coups de cœur, moi, de l'année. C'est drame et drame léger, c'est ça. Fait que ça, bon, on peut y croire, entre guillemets. Côté dramatique, il y a Anatomie d'une chute. Donc, qui continue à faire jaser vraiment beaucoup. Est-ce que ce serait la passion de Dodin était un mauvais choix? Sinon, bien évidemment, Oppenheimer, on n'est pas surpris. Killer of Flower Moons aussi. Past Lives. Oui. Il y a aussi pas mal de nominations, ça se peut-tu? Puis dans plusieurs autres, je pense que c'est des films new-yorkais, New York Critics Association, tout ça. Zone of Interest, qui n'est pas encore sorti. Non, nous autres, ça va être en janvier au Québec. Et un autre que je suis curieux de voir, un autre film de plateforme, est Maestro, de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein, qui, écoute, a tout pour plaire et être en nomination pour plusieurs Oscars, j'ai l'impression. Alors, bien hâte de voir ça. Donc, le 7 janvier, ça donne toujours l'avant-goût, évidemment, pour ça, c'est une cérémonie que t'écoutes ou c'est plus une cérémonie? J'adore, parce que, tu sais, c'est plus relax. Puis, les gens invités sont aux tables, mangent, boivent en même temps. Est-ce que le monde arrive en jeans? Tenue de ville? Non, quand même assez chic, mais c'est plus décontracté comme ambiance. Fait que c'est le fun de voir les célébrités aux tables ensemble, puis jaser. Puis, tu sais, quand on coupe aux pauses, on les voit se lever, aller vers d'autres tables. Fait que, tu sais, comme quelque chose un peu plus glamour, je trouve, qui fait rêver. Alors, moi, c'est certain que je vais écouter ça avec plaisir. Sinon, Festival de Cannes, on a annoncé qu'il sera la présidente du jury. J'ai vu, mais j'ai oublié. Ça se peut-tu que c'est Mademoiselle Barbie? Non? Oui, c'est ça. Greta Gerwig. Oui, tout à fait. Alors, c'est elle qui aura l'honneur d'officier cette prochaine édition. Sinon, dans les films, vas-y, toi, tu avais recensé une annonce. Une grande annonce au Québec. Crystal Film, donc la compagnie de production de Christian Larouche, a acquis les droits pour les bébés. Les bébés, le film, mais le film ou peut-être une série télé. C'est juste que là, ce qu'il annonce, c'est... OK, moi, j'avais vu film vraiment dans le... Le communiqué que j'ai lu, c'est un ou l'autre. En fait, c'est surtout qu'on annonce qu'on a eu pris-entente exclusive avec les familles des 3 membres, là, donc les 2 familles des 2 défunts, puis celui qui est encore là. Puis c'est déjà Alain Desrochers qui est attaché au projet, lui qui a réalisé, on dit, beaucoup de vidéoclips. Fait qu'il a toujours été avec eux. Mais c'est drôle parce qu'au cinéma, lui, il a fait plus de l'action, Bon Cop, Bad Cop 2, les 2 Nitro, mais aussi Jerry. Oui, c'est ça. Et c'est que Crystal Film et Christian Larouche sont des passionnés des biopics avec des films biographiques, parce que là, ils ont déjà fait Jerry Boulet, ils ont fait Louis Cyr, et là, ils ont en chantier Guy Lafleur, Gilles Villeneuve, puis même Diane Dufresne. Et là, on ajoute à ça les bébés. Fait que j'ai l'impression que ça va être au cinéma, c'est juste qu'on se donnait une certaine liberté, là, mais... Fait que voilà, populaire band des années 90 qui a été créé par plus la compagnie de disques. C'est un genre de boys band. Là,
Mais ce qui est drôle, c'est que Patrick Bourgeois était quand même dans le monde de la musique comme compositeur. C'est lui qui avait fait toutes les tunes de Rock et Belles Oreilles. Ah ouais, OK. Ouais. Ça, je savais pas ça. Ouais. Fait que déjà là, on voit qu'il y avait une facilité d'écrire des tunes qui restent des vers d'oreille, comme on dit. Là. Je demande à être convaincu. Que ça mérite un film? Oui. Ouais, parce que pour l'instant, le film que j'imagine en tête, il est vraiment mauvais puis prévisible. Là. Il faut pas qu'il tombe dans l'espèce de truc Queen. Là, puis je le sais qu'il y en a plein qui ont adoré Bohemian Rhapsody, là, mais en général, c'est pas un très bon film. C'est super convenu. Là. On est là, c'est même qu'on compose ça. Là, on fait un show. Là, l'autre show, il est de plus en plus populaire. Puis là, ça, tu sais. Puis là, mané, tragédie. Puis là, le Ben met... Faut qu'il trouve un angle qui devient intéressant plutôt que juste... Peut-être 20 ans de carrière et les gens meurent. Là. Peut-être qu'on va apprendre certaines choses dans les coulisses des bébés. Il était un trouble, les trois ensemble. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, a priori, c'est un drôle de sujet. Est-ce que ça mérite vraiment ça? Mais... Ben, tu sais, ça a l'air, puis comme je dis, tout respect pour aussi les bébés, ça a été super influent, important, puis quelque chose, mais en film, on dirait que c'est juste un money grab. Là. Hey, on va faire ça, on va pouvoir remettre la musique des bébés, les gens aiment ça au karaoké, fait que... Parce que c'est pas aussi emblématique qu'un Jerry Boulet avec Offenbach. Ou Guy Lafleur. Mais tu sais, je pense dans le monde de la musique, ça limite les colocs avec quelque chose d'un peu plus niché comme musique, mais quand même un parcours quand même inusité avec des dés. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être vraiment ce qu'on ignore est comment le Ben était perçu dans la scène musicale. Est-ce que pour toutes les autres, c'était pas des parias, mais des moins que rien ou quelque chose comme ça. Puis c'est traité moins sérieusement. Là, c'est ça, peut-être ce côté-là. Fait que ça peut être bien, mais si c'est juste voir les tunes se composer une après l'autre, ça va. Quelqu'un dans la lune dans un resto, ça lui donne l'idée. Pourquoi ça file comme, comment ça s'appelait, là, les émissions à Musimax là, à l'époque. Là, oui, après la pause, l'enfer de la drogue. C'est ça. Après la pause, un des membres quitte. Une tragédie affecte le groupe. Ben c'est ça. Écoute, toi, c'est autre chose? Ben oui, dans les aussi catégories de films, est-ce vraiment nécessaire? Mais c'est quoi ta tune préférée des bébés? Laquelle qui te revient en tête si je te dis pense au bébé? Pourquoi t'es dans la lune? C'est ça, je pense que c'est ça. Mais tu sais, je dois avouer que j'étais dans l'âge, j'écoutais un peu, mais j'avais pas la cassette, là, tu sais, j'étais pas... moi, j'aime bien, je sais plus comment ça s'appelle, Chevalier Imaginaire, Cheval Blanc. Là, c'est ça, hein. Avec le clip en dessin animé et tout, là. C'est quand même je me rappelle pas. Genre style E-Man. OK. Ouais, la grosse affaire. Faudrait que j'aille voir ça. Toi qui veux de ça, ton chevalier imaginaire. Ouais. C'est langoureux. Tune de slow. Donc, c'est ça, mais qui pourrait être intéressant parce qu'on avait circulé déjà quand même depuis quelques semaines, sinon depuis cet automne, que on préparait un prequel, un antépisode à Ocean's 11. Oui, c'est vrai, mais il n'y avait pas Ryan et Margot. Okay. Margot Robbie et Ryan Reynolds de retour. Reynolds ou Gosling? Ryan Gosling, excuse-moi. Ouais, donc, j'ai confondu les deux Ryan. Donc, de retour ensemble après leur succès de Barbie. Mais ça a été révélé qu'ils vont jouer les parents de Danny Ocean, de George Clooney. Okay. Que je trouve intéressant. Est-ce qu'ils vont prendre George puis le DAJ? Je ne sais pas. Ça va devenir un Denis Lamalisse ou un petit Spirou. Un petit caméo avant mes parents. Mais bref, puis ça va être évidemment situé dans les années 60. Là, fait qu'on va revenir au ton du premier Ocean's 11 avec le Rat Pack de Sinatra et compagnie. Okay, ouais. Fait que, sachant ça, je trouve que ça peut être quand même le fun comme film. Avec Gosling et Robbie, on sait qu'ils ont une chimie à l'écran. Produit par Margot Robbie, donc jusqu'à là comme productrice, ne fait que des films de qualité. Lucky Chap. Ah oui, c'est ça. Et même, Simon Clooney a confirmé qu'il y avait un Ocean's 14, je dis bien entre guillemets, un scénario décrit que tout le monde semble apprécier. Alors, ça ne sera pas impossible non plus qu'on revoie la vieille gang revenir encore une fois. Ouais. Donc, à suivre, mais voilà, je trouve que ça peut être intéressant. C'est Jay Roach qui va réaliser le film. Le nom vous dit peut-être rien, mais c'est quand même l'homme derrière les Austin Powers et Meet the Parents avec Ben Stiller, là, quand même. Oui. Deux franchises de comédie très populaires fin des années 90, début 2000. Là, fait qu'il connaît sa comédie. Est-ce que je peux aller sur la foulée de bande-annonce ou tu avais autre chose? Non, on peut y aller, effectivement. Vas-y. Il y a If, Ami imaginaire. Et c'est très drôle parce qu'il y a quelques semaines, peut-être, on a parlé de
juste Imaginary, qui est un film d'horreur sur des amis imaginaires, oursons qui vont faire des meurtres à des enfants. Puis là, c'est John Krasinski qui, oui, a déjà fait des films d'horreur, mais là, il revient en très charmant, là, le Ryan Reynolds cette fois. Bien Deadpool, oui. Exact. Puis je pense que pour un rare film, là, il y a un casting un peu. Ça, c'est son casting de films familiaux. Fait qu'il est moins sassy dans ses remarques. Qui, je sais pas, faut qu'il sauve le monde des amis imaginaires, qui sinon ils vont tous disparaître parce que les gens croient plus en eux, là, ou quelque chose comme ça. Peut-être un genre de. Comment c'était pas Va te faire foutre, Freddy. Il y avait un film d'amis imaginaires quand j'étais jeune des années 90. Tu dois être trop vieux pour ça parce que tu dois avoir 16-18 ans. Quelque chose, Fred, pis c'est insupportable. Là. C'est quand même un mauvais film. Là, mais, Ben écoute, moi, j'ai été conquis par la bande-annonce. Visuellement, ça a l'air vraiment intéressant. On a un mélange d'animation aussi là, avec les amis imaginaires, mais il y en a de l'air de toutes les sortes. La guimauve, je trouvais ça très drôle qu'on voit à la fin, ou la banane aussi. Ouais, fait qu'il y a comme un adulte puis une fillette qui vont devoir ensemble... le même pouvoir, là, cette même... de voir les amis imaginaires de tout le monde puis essayer de les sauver. Puis, tu sais, il y a peut-être un petit côté Monster Inc. à ça. Effectivement, oui. Moi, je trouve qu'il y a un côté très fantaisiste qui semble vraiment intéressant. Je pense que ça va être une des belles comédies familiales de l'année prochaine. Puis je trouve ça le fun que Krasinski s'en va ailleurs aussi. Moi, m'avait vraiment quand même impressionné là, avec Quiet Place. Donc, j'ai hâte de voir dans un autre univers complètement différent. Qui a aussi écrit le scénario quand même, il faut le souligner. Alors, puis un bon casting dans les voix, là, je pense Steve Carell, entre autres, Phoebe Waller-Bridge, que j'ai appris à connaître. Je pense que lui-même aussi, en tout cas, il est au générique, fait que je pense qu'il va faire une voix. Emily Blunt aussi, j'ai vu dans les trucs. Donc, à découvrir le 17 mai, mais je pense que ça pourrait être une des belles... je pense que c'était 24, en tout cas. Moi, j'ai nommé, j'ai vu 17. C'est très possible. Donc, peut-être une des belles comédies, une des belles surprises de 2024. Sinon, dans un autre registre... ben non, je vais continuer. Vas-y, OK, reste dans le familial. Dans les autres, dans l'anime, dans la famille Kung Fu Panda 4 qui est sorti. Je me demandais s'il allait avoir un sous-titre, mais non, Kung Fu Panda 4. Il a l'air rapidement, Po est comme putain avec ses amis, là. Je sais pas trop. Honnêtement, c'est loin derrière moi, là, le 3. 1 puis 2, je les ai peut-être vus un peu plus souvent, là. Surtout le 1, peut-être. Mais 3, j'ai vu ça une fois. 3, j'ai pas vu. 2, j'ai dû le voir au cinéma avec mon garçon. Le 1, oui, assurément. Là, en tout cas, l'ennemi maintenant est un caméléon qui prend les pouvoirs des autres, puis il va devoir se trouver des nouvelles gangs d'amis, ou peut-être que les autres vont revenir. Les aventures de Po. Là, pour l'instant, il y a juste Jack Black qui sont de Po de confirmer, les autres sont... Ben, tu sais, il y a encore je sais qui fait la voix, mais le petit panda roux qui est son maître, le canard. C'était pas Jackie Chan, non? Non, Jackie Chan, il me semble que c'était un des... c'était le singe. OK. Ouais. Mais je pense qu'ils sont pas tant mis de l'avant, là. Fait que je pense que ça va être du nouveau monde. D'accord, une nouvelle génération. Ouais, voilà. Fait que ça sort en mars. Mais c'est dommage parce que chaque année, il y a ça. Peut-être que la relâche, on dit Spring Break, mais Spring Break, ça fait party à Daytona Beach, là. Mais en tout cas, le côté enfant... je pense que c'est un peu plus tard que nous parce qu'il y a souvent un gros film d'animation comme ça qui sort le 8, le 10 mars, mais nous, c'est la fin des semaines de relâche. Ça fait que ça va être le dernier week-end peut-être. Bref. Mais pour notre relâche, le 1er mars, Echo à Delta, un film de Patrick Boivin, lui qui était... c'est un BDiste aussi, qui était dans Philactère Cola. Un Québec très connu ici sur la scène. Voilà, et c'est un film de jeunesse, en prise de vue réelle, là, en humain. C'est pas avec les productions La Fête, là, c'est pas un conte pour tous, mais ça va être deux frères, puis il y en a un qui disparaît éventuellement, 2 jeunes garçons, puis là, ils pensent que c'est les extraterrestres qui l'auraient enlevé. Fait qu'il va essayer de prouver ça et de le retrouver. Ça a l'air super sympathique, la bande-annonce est disponible. Mais là, on tombe dans le plus adulte. Ouais. Je sais pas lequel, moi j'ai envie. Civil War, t'as-tu vu ça passer? Bien sûr, bien sûr. Probablement guerre civile au Québec, je sais pas. De Alex Garland, lui qui a fait Ex Machina, entre autres, c'est probablement son plus populaire. Récemment, Men qui avait polarisé quand même. Ouais, là, et il avait adapté Annihilation aussi au cinéma. Que j'avais pas détesté. Fait que, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais je me souviens que aussi. Là. Bref, fin avril pour ça, puis c'est intéressant, Jesse Plemons et Kirsten Dunst, qui est
être un couple dans la vraie vie, mais là, je pense qu'ils n'auront pas... Ils sont du côté opposé, oui, je pense pas qu'ils vont faire des minouches, car Kirsten Dunst, c'est une autre personne. Ça se peut-tu que c'est Kelly Spaney qui était avec elle, en tout cas, qui est Priscilla. Ce sont des journalistes d'enquête. Là, il y a une guerre civile aux États-Unis. Là. Imaginez l'affaire du Capitole, là, mais qui vire... pire encore, puis qu'on perd le contrôle. Là. Fait que guerre interne de t'es pour quelqu'un, puis t'es pour qui, puis sûrement d'une espèce de libération. Je sais pas trop quoi, la libération de quelque chose, ou de la droite contre la gauche. Ouais, de ce qu'on comprend, ça a l'air d'une affrontation entre la Californie et le Texas. Là. Bon, fait que j'imagine c'est ça que ça doit représenter. Contre les chevaux. Puis, fait qu'on sent que... Fait que là, les journalistes essaient d'enquêter puis de faire un reportage, mais ils se retrouvent un petit peu pognés là-dedans. Puis Lemons a l'air d'être une espèce d'extrémiste... redneck, il est toujours très intense. Nick Offerman en président, là, je sais pas si... c'est peut-être une guerre autour du bacon, comme dans... je sais plus comment ça s'appelle. Parks and Recreation, son personnage. Fait que, bref, bien curieux de voir ça. Puis je pense que c'est chez A24 et 24, mais je crois que c'est un des plus gros budgets jusqu'à présent pour leur film, ce qui dépasse Beau is Afraid, qui était l'ancien plus gros budget, je pense. Oui, écoute, à l'écran... on voit qu'ils ont les moyens, là, qu'ils ont mis. On se rapproche. Il avait fait une annonce il y a quelques temps disant qu'il cherchait à acquérir des franchises puis qu'il voulait tomber dans des grosses productions. Ben, ça, c'est pas une franchise, mais c'est une grosse production. Fait que, vraiment. Mais je trouve que ça a l'air cool. Là. C'est sûr que ce sera pas pour tout le monde. Là. Un film d'action dramatique, mettons, mais ça pique ma curiosité. Puis, il m'en reste 2 rapidement. Là. Il s'est passé des affaires. Vous l'avez peut-être vu passer si vous avez écouté le gala Québec Cinéma. 1995, un tout petit teaser, mais c'est un clin d'œil de Ricardo Troggi à Denis Villeneuve, où on voit le personnage joué par Jean-Carl Boucher qui descend une dune dans le désert et en lâchant un bon... Qui c'est que je fais ici de moi? Tabarnak, son bon vieux patois. Puis après ça, on a un chant qui rappelle un peu la musique d'Hans Zimmer avec le 1995 qui s'écrit en sable et tout. Puis là, ça va être le moment où il est dans la course Destination Bond. Fait que j'imagine que lui, il était dans un endroit désertique comme ça. Je sais plus où il était, au Maroc ou en Égypte, littéralement. En Égypte, oui. Fait que... c'est ça. 31 juillet, je pense que ça va être vraiment un des bons films cet été. C'est toujours agréable. Et pour finir, cette enquête-là, Dune Part 2, une autre bande-annonce, mais moi, je m'en suis préservé de celle-là. Ah ben moi aussi, je peux aller la voir. Ouais, donc, je veux pas, je la refuse. Ah ouais, ok. Là, je m'en garde pour le film. Là, quand même, là, je veux pas tout voir. C'est le 1er mars, puis ils sortent déjà une 3e bande-annonce. Là. J'avoue que c'est un peu ils en font une autre. Ouais. Tout, là. Non, gardez des surprises. Donc, tant mieux pour la sortie d'Aquaman 2, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a vraiment une déferlance de bande-annonce. Là. Tout le monde veut que son film soit annoncé devant un autre film du temps des fêtes parce qu'il va y avoir du monde. Puis là, je sais pas si les cinémas vont être obligés de mettre 5 bandes-annonces devant chaque film. Fait que, bref, il y a sûrement quelque chose là-dedans qui vous intéresse. C'est tout disponible sur YouTube si vous voulez aller voir. T'avais-tu autre chose? J'ai-tu manqué une bande-annonce? Non, moi, ça fait le tour d'horizon pour la semaine. On va avec les grosses sorties. Ben oui, c'est le temps, là, les films. Ben, débutons avec le fais-tu sucré ou oui, allons-y. Ou cavalier? Allons-y avec le Wonka de Paul King. Ouais, lui, l'homme derrière les Paddington, les très appréciés films Paddington, autant... Ben, le 2 demeure à ce jour un des rares films à 100% sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est ça. Qui est devenu une blague de l'univers cinématographique de dire que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Parce que c'est un film familial, une aventure familiale de Paddington avec la marmelade. Puis c'est comme, non, c'est vraiment charmant et tout. Là. Fait que, bref, il est venu insuffler cette pincée d'épices dans la fabrique à chocolat. C'est un prequel. Fait qu'on va rencontrer un jeune Willy Wonka joué par Timothée Chalamet. Bien avant qu'il ait son usine et qu'on le connaisse dans les livres de Roald Dahl de Charlie et la chocolaterie. Fait qu'on n'est pas inspiré des livres. Ici, il n'y a pas de livre de prequel comme ça, mais c'est on a créé qu'est-ce qui pourrait être le début de son aventure. Fait que il arrive à Londres ou en Angleterre là, au 19e siècle avec l'intention d'aller
s'installer. Il sait déjà faire de l'excellent chocolat avec des produits spéciaux. Il y a un petit peu de magie dans ses affaires. C'est une belle aventure, là. C'est pas tout à fait expliqué. Sauf qu'il va... comment ça s'appelle au palais des... Galeries gourmandes. Des galeries gourmandes. Une espèce d'endroit très, très établi là, dans un quartier riche un peu. Sauf que là, il va se retrouver face à une espèce de cartel de la chocolaterie avec tous les chocolatiers, les bonbonniers, je sais pas comment on dit, les friandiseurs, qui sont déjà à cet endroit-là, qui vont s'arranger pour le chasser puis rendre la vie difficile en mettant la police, en graissant la patte littéralement de la police. Fait que c'est un peu ça. Lui, il va se retrouver avec un peu des moins que rien, là, du monde qui ont été tassés, marginalisés, puis dans la misère, qui vont l'aider tranquillement là, à pas prendre le règne, mais juste pouvoir établir sa place, puis faire découvrir son merveilleux chocolat. Surtout que lui aussi, il fait ça à prix modique, alors que les autres sont à l'argent, pas mal. Fait que dans un monde où les gens ne semblent manger que des bonbons, là, il n'y a pas de sandwich ou de rôti de porc dans ce film-là. Et c'est pas un musical, mais il y a des chansons. Comme un peu un film de Disney. Ouais, il y a peut-être 5-6 chansons au travers du film avec une petite chorégraphie, une mise en scène et tout. Mais je dirais pas que c'est une comédie musicale, mais tu sais, non, mais ça évoque Mary Poppins. Je trouve que c'est un bon comparatif, effectivement. Fait que c'est un film qui est comme 100% positif, là, je trouve. Là. Je veux dire, même s'il y a des aléas puis il y a des difficultés à surmonter, c'est comme, tu sais, les méchants payent, mais personne meurt, puis c'est pas très grave, puis il arrive au bout de ses fins. Comment dire, où est-ce que ça s'inscrit dans la continuité? Je pense pas que ça nous mènera pas au Wonka de Johnny Depp, qui est trop weird, asocial, bizarre. Ça peut mener plus à lui c'est Gene Wilder, des années 70, un peu, là, qui va amener se retrouver seul un peu, mais qui est gérable, mettons. On est moins dans l'excentricité du tandem Burton et Depp. Écoute, moi, je dois avouer que je n'ai jamais vu l'original. Comme juste pas d'intérêt quand j'étais jeune pour l'écouter. Quand j'ai vu lui de Burton, ça m'avait laissé un peu froid. Je me rappelle que les critiques étaient vraiment dithyrambiques, mais j'avais beaucoup de misère avec la vision de Burton, de Depp, de ce personnage-là. Tu l'as dit, on revient aux sources vraiment de l'univers établi par le film de Gene Wilder, tant aussi dans le Oompa Loompa qu'on voit les origines, qui est vraiment le même look que celui du classique. Moi, j'ai vraiment apprécié, honnêtement. C'est construit comme une comédie musicale de Broadway. Les numéros de chansons de danse sont super, sont le fun. Chalamet a tous les talents, le petit maudit. Non seulement il est beau, il danse, il chante, il a de l'air gentil. En plus, dans la vraie vie, fait un excellent choix de casting. Je trouve que... Ouais, ça se peut que c'était même pas une audition, genre, il voulait lui, sinon on avait un problème. Ouais, ben oui, en fait, il a donné le rôle, Paul King, parce qu'il avait vu, il y a quelques années, c'est juste en 2020, il y a des vidéos de Chalamet qui sont sorties lorsqu'il était au secondaire, parce qu'il faisait des comédies musicales et tout ça sur YouTube. Donc, c'est en visionnant ça qu'il a dit « It's our guy, c'est lui qu'on va prendre ». Comme, parce que sinon, ça aurait pu être... il y a moins le casting, un petit peu moins peut-être, mais voyons, Tom Holland était dans les choix, effectivement. Parce que lui aussi est connu pour ça. Là, oui, il danse et chante aussi. Oui, tout à fait. Donc, il faisait partie parmi des choix si Chalamet n'aurait pas joué dedans. Donc, tu l'as dit, c'est un feel-good movie. On est là, un peu comme, je parlais de Mary Poppins, mais Mary Poppins Returns, il y a eu quelques années avec Emily Blunt aussi, qui était même type, là, tu sais. Tu sors de là, t'es émerveillé. Ce qu'on voit à l'écran, c'est beau. La direction artistique est fabuleuse. Les décors. Donc, du gros plaisir. C'est sûr que c'est pas tous les enfants qui aiment nécessairement des comédies musicales ou des films avec des chansons. Mais si vous êtes capable de passer par-dessus ça, je pense qu'ils vont avoir du bon temps. Oui, puis ils sont bonnes. Ils sont pas... C'est ça, là, j'essaie de penser, tu sais, c'est... La différence entre ça et une comédie musicale. Ça serait comme Les Misérables. Ouais, c'est ça. Là, il y en a même des niveaux. Ouais, il y en a pas tant, là, mais que c'est chanté tout le long. Tous les dialogues sont chantés. Ça, c'est déjà un autre niveau. Mais mettons, tu prends même un La La Land là, des dernières années. Il y a plusieurs chansons. Tu as une espèce de thème musical qui revient tout au long du film. Puis des choses comme ça. Là,
c'est plus qu'il y a comme 5-6 chansons. Là. Moi, c'est vraiment comme un Disney, comme Encanto, mettons. Là. À un moment donné, il y a le méchant. Le méchant fait sa chanson de chocolat. Bon. Fait que, je sais pas, ça s'écoute super bien. C'est pas des numéros de 16 minutes. Là. C'est des non, vraiment 2 minutes. Là. Puis la petite jeune aussi, Calla Lane, qui accompagne Wonka, elle est très très bonne. Une petite ado de 14 ans. Fait que je pense qu'on va la voir. Parce que c'est pas des faces tant connues. Olivia Colman, qui est super cool, en espèce de méchante blanchisseuse, là, en tout cas, qui est avec les dents un peu tout crottées, bien tartrées et tout. Fait que c'est le fun de la voir dans un rôle comme ça, un peu antipathique et tout. Là, qui ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Fait que, puis Hugh Grant, en Oompa Loompa, là, ça avait été révélé dans les bandes annonces. Oui, qui avait causé une certaine controverse. Les gens n'étaient pas certains, mais qui a quand même un humour un peu sec, très british, Grant. Fait que je pense que ça sied bien au personnage. Il l'accuse, alors que les Oompa Loompa, ils le présentent un peu, viennent d'une petite île quelque part très bizarre, mais. Il est British. Là. Voilà. Attendez-vous à voir probablement le prochain succès viral de TikTok. La danse du Oompa Loompa, moi, j'ai l'impression que ça va... on va voir ça apparaître là, un peu à la manière d'Encanto il y a quelques années. Là. Et comme tout prequel, allons-y dans les hypothèses, là, tout préquel, ça finit pas tout de suite après qu'il y ait... voyons, où on connaît Charlie la chocolaterie. Il y a du temps qui va se passer entre les deux. Combien de films est-ce qu'on va faire entre... Moi j'espérerais 0, là, honnêtement, parce que je trouve qu'à un moment donné, ça va juste se densifier. Puis là, tu vas être rendu à être obligé d'y faire que Wonka des aventures extraordinaires où il va aller sauver le monde avec son chocolat. Puis là, ça fait comme plus de sens. Là. Ou sinon, il faut que tu tombes dans un film plus Maboule où, je sais pas, tout le monde veut voler ses recettes, fait qu'il s'isole, puis là, il devient fou. Mais tu sais, connaissant quand même que c'est l'équipe derrière Paddington, dont le 2 est... c'est ça. On conduit un des chefs-d'œuvre du cinéma, donc faudrait pas les sous-estimer. Moi, j'ai l'impression qu'ils pourraient en faire comme une trilogie. Fait que t'aurais un autre film qui servirait entre les deux pour finir peut-être arriver à Charlie la chocolaterie. Qu'on referait, peut-être. Qu'on referait, effectivement. Mais là, pas avec Chalamet. Là, on attend... Ou on attend un petit peu, ou on le vieillit un peu. Il n'est pas obligé d'être... on pourrait jouer avec le fait qu'il n'est pas obligé d'être dans cinquantaine non plus. Oui, c'est vrai. Ou tu tombes dans une nouvelle affaire. Aux 10 ans, ils en font un. Fait que là, il y a quel âge? 25 ans, mettons, Chalamet. Puis là, tu le pognes à 35 puis à 45. Ce serait drôle. Ça serait quand même audacieux. Ça pourrait être intéressant. Tu confies ça à Richard Linklater là, pour qu'il fasse Before Chocolate, After Chocolate. Puis toi, sais-tu quel type de chocolat? C'est quoi ton préf? Moi, je suis très chocolat aux amandes. Ah ouais, OK. Ouais, Hershey aux amandes, pas mal dans mes tops. C'est vrai que tu détestes ça. Ouais, c'est ça. Pas. Écoutez, j'ai été enivré par la magie du film, mais ça t'a pas donné le goût sinon je déteste. Non, mais en fait, souvent, je trouve qu'il y a des... Mais mettons, une barre de chocolat traditionnelle, là, ça m'écoeure un peu. Là, ça n'a pas l'air succulent. Mais, tu sais, des gâteaux, des affaires, des trucs artisanaux fabriqués. Et même une fondue au chocolat? Non, je mange juste les fruits, puis je trempe rien. D'accord. Non, si jamais il y en a, là, écrivez-moi. Je sais qu'on a une poignée de main secrète. Là, quand je rencontre quelqu'un qui aime pas le chocolat, là, c'est... Tous les gens sont scandalisés, puis là, nous deux, on se tient par la main, puis on sait qu'ensemble, on peut affronter des tempêtes. Mais non, c'est ça, j'aime pas ça. Quand j'étais jeune, pourtant, j'en mangeais, là, des gâteaux vachons, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté, puis j'ai voulu recommencer, puis ça m'écoeure. Le cacao, je suis incapable. Fait que, désolé, je suis ça. Je suis celui qui prend les choses à vanille. Bon. Sinon, on monte en selle. Oui, allons-y avec les Mousquetaires, partie 2, Milady, de Martin Bourboulon. Si vous avez vu le premier volet d'Artagnan, qui était sorti fin avril ici, puis on est presque en même temps que la France aussi, parenthèse. Le premier était sorti début avril, nous on l'avait vu fin avril. Ouais. Puis là, ici, on les a en même temps. En France, les films sortent le mercredi, puis qui est sorti mercredi 13, mais nous autres, vendredi 15. C'est rare. Dans la même année, finalement, ce diptyque. Qui est très le fun. Et très agréable. J'ai comme raconté un peu l'histoire, mais en peur, j'ai peur de spoiler un peu le premier, parce que peut-être qu'il y en a qui ont manqué le premier, puis je pense que c'est un bon moment pour l'écouter. Il y a eu des projections, comme on avait mentionné, dans certains cinémas, peut-être qu'il y a de programmes doubles, pardon. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui gardent le premier volet en salle. Sinon, je sais, on en disait tantôt, il est disponible sur Crave, là, fait que je vous invite quand même à l'écouter. Si c'est juste que vous avez vu le premier volet il y a 8 mois, puis que c'est loin en tête, il y a un genre de petit recap de
une minute ou deux là, qui te remet... Très bien fait. Pour bien comprendre. Fait que, tu sais, c'est la suite des aventures. Là, on a twisté que Milady, elle manigançait pas mal, elle qui est jouée par Eva Green. Fait que là, puis, ben, tu sais, il y a un intérêt amoureux, mettons, de D'Artagnan qui s'est fait kidnapper. Fait que c'est de retrouver ça. Et il y a la guerre, un peu, les tensions entre catholiques et protestants qui continuent de s'envenimer, puis ça va être la bataille à La Rochelle. Et on tente de démasquer le complot derrière l'assassinat du roi de Louis XIII. La tentative, là, c'est ça. Fait que... puis toi, t'es allé au programme Moi, j'ai double, assisté au programme double. Ouais, c'était vraiment le fun de voir ça back-to-back. Je pense que c'est pas un secret que les deux, on avait vraiment bien aimé le premier volet. Donc, ça faisait du bien. Moi, je l'avais pas écouté quand même entre, là, donc j'attendais, j'espérais qu'il ressorte en salle. Et fait que oui, j'étais content de le revoir et c'est toujours aussi efficace, autant aimé. Et moi, j'ai vraiment donc aimé cette suite. Mais tu sais, c'est vraiment une suite ou la deuxième partie d'un film. On peut le voir aussi comme ça. C'est ça. Mais écoute, non, Martin Bourboulon, le réalisateur, a fait un travail exceptionnel pour porter à l'écran cette adaptation riche en action, des chorégraphies intéressantes. On sait que les comédiens avaient vraiment suivi un entraînement d'escrime parce que beaucoup de longs plans séquences avec eux. Donc, on est au cœur de l'action, on les voit se battre. Puis quel casting aussi, là, comme un Vincent Cassel, Duris, Pio Marmaille en mousquetaire. François Civil, que je connaissais moins, mais tout aussi bon. Eva Green, excellent choix pour jouer Milady. Donc, casting top, une belle adaptation. Tu sais, c'est vraiment le cinéma classique français à son meilleur. Ouais. Tu sais, des dialogues riches. On aime la beauté de la langue. D'ailleurs, j'avais vu en entrevue que c'était voulu, on voulait faire écho à Cyrano de Bergerac et toute cette période-là, la littérature française dans les dialogues. Et non, une belle réussite, vraiment, là. Allez voir ça. Si vous n'avez pas vu D'Artagnan, s'il vous plaît, écoutez-le. Ça vaut vraiment la peine. Vous n'allez pas vous emmerder. Et Milady. Si vous l'avez manqué, ça vaut la peine de... C'est ça, écoutez le premier pour voir le deuxième sur grand écran, à tout le moins, là, de voir un des deux. Si vous avez manqué le premier, ne ratez pas ce deuxième volet. Je trouve un petit peu, toi qui l'as revu là, récemment, parce que Pio Marmaille et Romain Duris sont un petit peu plus en rôle secondaire dans le deuxième volet, je trouve, par contre. Même dans le premier, il était pas... c'est vraiment Athos quand même qui est au cœur de l'intrigue avec D'Artagnan. Puis nous, on suit D'Artagnan parce qu'il est comme un peu notre entrée dans ce monde-là. Tout à fait. Mais ce que j'ai... après avoir écouté les deux films hier, c'est vraiment l'amour qui est au cœur de tout ce récit-là. Et encore plus dans le deuxième film, où tu as D'Artagnan, évidemment, qui part à la recherche de Constance, de Athos et son passé qui vient le rattraper, évidemment. Porthos, qui lui aussi va vivre une histoire d'amour, qui a un lien avec Aramis aussi. Ça, donc, là, je ne dis pas qu'ils sont ensemble, mais donc je trouve ça intéressant quand même que cette thématique-là, l'angle qu'on a vraiment mis d'accent est au cœur de ce deuxième volet-là. Oui, puis tu sais, j'ai réécouté parce qu'il y a eu une autre ronde d'entrevues là, pour la sortie, puis c'est Cassel qui, tu sais, normalement, dans le livre d'Alexandre Dumas, les mousquetaires ont plus comme, je sais pas, 30 ans, fin vingtaine, là, tout le monde était jeune dans ce temps-là. Ouais. Mais là, les comédiens sont beaucoup plus vieux et Cassel est plus vieux que les autres, fait que ils ont pris des libertés d'adaptation aussi, puis ça, c'en est une, c'est qu'ils ont dit, ben non, le personnage, je m'en souviens, il est Aramis, lui, ou il est Athos? Ben, il est plus vieux que les autres. T'sais. L'acteur l'est plus vieux, on va dire que lui, il a vécu, il a une vie avant, c'est le seul qui a des enfants, il a connu des guerres avant que ceux-là se joignent, fait que tu sais, il embrasse ses cheveux gris, là, si on veut. C'est comme un mousquetaire un peu usé quand on le rencontre là, dans le premier film d'Artagnan. Justement, il est un peu blessé aussi. Puis, puis il est en mode rendu là, je peux bien mourir, c'est pas grave. Là, je l'ai fait mon temps. Là. Fait que... c'est ça, c'est des trucs. Là, j'ai lu quelques critiques qui disaient qu'il y avait d'autres libertés d'histoire qu'il avait pris, mais là, je suis pas un spécialiste du roman. Ça, c'est correct des fois juste pour rendre. Puis ça s'écoute très bien, justement. Là, c'est de l'adaptation de cinéma. Je sais que Constance, j'avais lu que dans le roman, elle a un mari. Okay. Alors que là, c'est complètement évacué ici. On a enlevé l'adultère. Voilà. Mais remarquez, au niveau de l'image, les décors, on a tourné tout dans des décors réels aussi. On n'est pas en studio. Et ça paraît. Et la direction tu l'as photo. dit, des plans séquences de bataille.
Ouais. C'est un directeur photo québécois. Oui, c'est ça, Nicolas Bolduc. Donc, si vous allez voir le nouveau magazine, non, il est sur le site Internet. Non, il est dans le magazine, je me suis trompé. Bon, l'entretien avec Nicolas Bolduc, c'est super intéressant. Mais justement, il y a un gros travail au niveau de l'image. Écoute, parfois, on a l'impression de voir de vieilles peintures. Ouais. Puis, ils ont vraiment sali l'image en mettant beaucoup de fumée, un peu de sable, des fois dans l'air, juste pour te donner un petit côté usé. Et ça rajoute beaucoup. Le premier volet, il y a beaucoup d'intérieur parce qu'on dirait qu'on met les choses en place. Et dans le deuxième, il y a encore plus d'action. Fait qu'il y a beaucoup d'extérieur. Vraiment l'assaut de la Rochelle et tout ça. Là, donc, ça, c'est intense. Là. Ouais, c'est cool. Donc, qui rappelle un peu, d'une certaine façon, Napoléon, qui est à l'affiche aussi également. Ben, écoute, on est bateau, canon et sabre, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est le début de tout ce mouvement-là qui va mener vers la Révolution française. Puis je sais pas si... Parce que là, on en parle tellement, je sais pas si tu venais de le dire, mais le fait qu'ils sont entraînés beaucoup à vraiment faire des scènes d'escrime et d'équitation et tout, réalisent leur propre cascade, ce qui permet de faire des plans séquences puis de pas être toujours obligé de couper avec un cascadeur et tout. Là. Non, tout à fait. Fait que ça rend projet ambitieux. Oui, vraiment. Je pense qu'ils n'ont pas fermé la porte à une suite. C'est le box-office qui va faire foi de tout. Oui, foi de tout. C'est ça, je voulais aller voir par après parce que, j'ai jamais lu les œuvres, là, j'en confesse, mais il existe une suite qui s'intitule 20 ans après. Mais je ne connais pas l'intrigue, fait que je ne sais pas s'il y a un lien direct avec la fin des Mousquetaires, parce qu'on ouvre ça se termine un peu ouvert. Mais je ne sais pas si c'est dans les Trois Mousquetaires, ils sont allés chercher quelque chose qu'on a inventé. Oui, parce que l'ouverture qu'ils font à la fin de Milady, j'attendrai pas 20 ans avant d'y aller. Là, non, c'est ça. Donc, à suivre. À suivre ou pas. Mais bref, néanmoins, allez voir. Mais attendez pas le troisième, il n'y en aura peut-être pas. Là. Fait non, que, c'est ça. Ça conclut bien cet arc-là de l'introduction, disons, de D'Artagnan chez les Mousquetaires. Tout à fait. Alors, restons dans le film français. Le film du mois de Franck Dubosc. Oui, parce qu'il y en a un qui nous attend dès janvier. Mais Noël joyeux. De Clément Michel. Ouais. Écoute, c'est un couple qui se retrouve à pas manquer Noël, mais leurs enfants ne peuvent pas être présents à Noël cette année-là. Ils se retrouvent seuls, finalement. Oui, et ne voulant pas être seuls en moyens financiers aisés, pris d'une bonne action, décident d'inviter des gens qui sont esselés, finalement, là, en centre de personnes âgées, foyer de personnes âgées, pour les inviter à passer Noël, pour faire comme une bonne action, puis rendre ça. Fait que le couple est joué par Franck Dubosc et Emmanuel DeVos. DeVos, je sais pas. DeVos. DeVos, je pense. Fait que, ça va donner un vaudeville, tout ça, de bons sentiments et de blagues d'affaires qu'on brise et de gens effrontés. Ce qu'on note, c'est que une des deux personnes, des deux dames, c'est Danielle Fichot, la québécoise. Oui, tu me l'as fait remarquer, en fait. Je n'avais pas pigé en le voyant. On la voit pas beaucoup au cinéma. Elle fait beaucoup plus dans la télévision, et au théâtre. Elle enseigne aussi au Québec le théâtre, le jeu. Mais je pense qu'elle a un petit buzz en France, puis elle est sur une couple de projets. C'est ça, c'est grâce à Aline, évidemment, où elle jouait la mère d'Aline. Oui, c'est vrai. Le réalisateur le dit, c'est en voyant la projection du film, là, une avant-première et tout ça qui est. Ça bouille. Fait que lui a offert le rôle suite à ça. Mais ils la décrivent comme canadienne. Hein, c'est son personnage, parce qu'elle a comme un. Elle n'est pas québécoise, fait qu'elle a comme un accent qui commente les deux pour être sûr que les Français la comprennent, mais que c'est un peu. Et pas français non plus, Mais donc, moi, je dois avouer que je suis un fan de Franck Dubosc en général. J'aime bien ses films. Fait que le film a quand même plu, même si c'est un Franck Dubosc que je dirais qu'il est un peu moins cabotin, mais moins dans le slapstick que ses autres comédies. Je trouvais qu'il y avait un petit côté mordant au film, petite réplique un peu cinglante parfois. On joue un peu dans les malaises. Il n'y a pas un côté aussi sombre que La Garde des Roses, mais je trouvais ce niveau de tension entre le couple, là, parce qu'au fur et à mesure, évidemment, que la soirée va progresser, leurs préjugés, leur conception, leur idée de vouloir faire des bonnes actions sont un peu bousculés par ces deux dames-là, finalement, qui ont un peu de caractère, qui vont faire ressortir certains trucs de tension entre eux. Là. C'est ça, effectivement, c'est pas vaudeville comme, mettons, le dîner de con, qui est toujours dans l'espèce de positivisme, dans la drôlerie malgré les malheurs. On n'est pas dans la farce française, mais il y a un côté quand même très théâtral, parce que c'est
quasiment un huis clos. Là. On sort quelques fois de la maison, mais très peu. Tout se déroule vraiment quasiment dans une pièce, dans la soirée. Fait qu'il y a un côté un peu, c'est ça, là, un peu théâtral. Là. Ça aurait pu être très bien une pièce de théâtre. Je l'aurais cru. Donc, fait que c'est ça. Fait que on s'entend que c'est pas une comédie qui va faire bidonner. Mais moi, j'ai passé un bon temps. Ouais, puis dans le fond aussi, la rencontre de ces 4 personnes-là qui sont 2 amis puis un couple, mais que l'un envers l'autre, ils ont des frictions, va leur permettre éventuellement de s'ouvrir, pas de changer complètement, mais juste de s'ouvrir puis de réaliser des petites choses puis qui au final vont être. Mais même, il n'y a même pas de résolution au niveau de leurs enfants non plus. Tu sais, ça aurait été très américain là, que finalement. Un peu, là, en tout cas, il y a. Ouais, mais pas ça spoil, là, mais tu sais, ça finit pas que le lendemain, les enfants sont tous là puis qu'il y a une grosse dinde puis que, tu sais. Mais ça aurait été ça aux États-Unis, là, tu sais, finalement. Fly-in tout le monde. Oui, l'autre qui me rate leur avion, en tout cas, qui sont prêts à l'aéroport, reviennent. L'autre qui est en brouille avec son père revient. Tu sais, je veux dire, on aurait tout vu. Ouais, c'est ça. Mais tu sens qu'il y a un pas qui se fait dans la direction de régler des problèmes. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai bien aimé le couple du boss qui est Emmanuel DeVos, qui est comme un contre-casting. Elle est beaucoup plus dans des drames. Elle fait très rarement des comédies. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, c'était le réalisateur qui voulait ça, amener une espèce de couple un peu improbable à l'écran. Puis j'ai trouvé très bon. Ouais, puis c'est le fun justement de la voir en comédie, ce qu'on voit moins justement. Fait que pour eux aussi, ils doivent trouver ça le fun, ce ton-là, cette liberté, comme on disait, pas aussi intense, mais tu sais, Olivia Colman dans Wonka, tu sais, qui joue les méchantes. Voilà, écoute. Est-ce que sinon un documentaire de la semaine? Moi, j'en ai pas noté. Fait que, les 4 de la semaine dernière. C'est ça, je m'en excuse si vous écoutez, vous attendiez que je nomme votre film. Je suis désolé, je l'ai pas recensé. Mais il y a énormément de sorties la semaine prochaine. On va éviter de faire un épisode de 2h22, là. Fait que on va cibler quelques films qu'on va mettre en priorité, surtout que honnêtement, on n'a pas le temps d'écouter les genres de 14 sorties qu'il va y avoir. Surtout qu'il y en a plusieurs qui sont le 25 décembre. On n'y aura pas accès nécessairement. Là. Je sais que c'est un peu dommage. Là. Plusieurs visionnements de presse à Montréal, mais là, nous autres, à Québec, on va voir ce qu'on peut voir. Voilà. Fait que nous, on va parler entre autres de Iron Claw, la griffe de fer, qu'on a déjà vu et que, spoiler alert, c'est vraiment bon. Et Partings, que j'ai hâte de voir. Sapin aussi. Sapin, on va rencontrer le Étienne Gallois, le comédien principal, et le scénariste et réalisateur Stéphane Moukarzel. Mouzarkel, un des deux. Stéphane. On s'en excuse. Stéphane M. Désolé. On va s'assurer de mieux faire ça quand on va y parler la semaine prochaine. Puis, je sais pas, j'aimerais ça si on pouvait voir Ferrari, mais mystère. Écoute, ça c'est le 22. Aquaman, sinon peut-être. On oublie les films de DC. Ouais. Fera-t-il $1 milliard comme le premier? J'en doute. Mais s'il peut être le meilleur DC de l'année, c'est déjà une belle victoire. Fait que la semaine prochaine, bref, on vous parle de tout ça. On va aussi, j'imagine, préparer notre top 5 de l'année qu'on pourra sortir en début 2024, peut-être en janvier. Bref, d'ici là, procurez-vous, comme d'habitude, gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version physique ou numérique et qui couvre, entre autres, beaucoup les Trois Mousquetaires. Fait que, lisez-les, Eva Green, Nicolas Bolduc. Finalement, c'était dessus. Non, il n'y a pas Guillaume Roussel pour la musique. Non, on n'a pas réussi à lui parler. La musique est quand même bonne dans le film. C'est juste qu'on n'en parle pas. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon popcorn, bon cinéma. Et si jamais un petit jeune vous offre des chocolats, soyez vigilants. Ouais, pas les... Ou allez-y sans hésiter. C'est sûr que c'est une recette parfaite. Ça sera le meilleur chocolat au monde.